peu importe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes en direct de la Calade de la Maison Jean Vilar pour ces rencontres qui ont lieu tous les jours à 11h30 et 17h30. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet et nous sommes très très heureux de voir cette très nombreuse assistance. Il y avait même tout à l'heure dans cet espace minéral une cigale qui devait savoir que Edwy Plenel serait parmi nous aujourd'hui. Donc elle est venue comme vous êtes venus. Voilà, mais passons sur cette très courte anecdote. Je vais laisser la parole tout de suite à mon ami Alain Ayot, qui a eu l'heureuse idée d'inviter Edwy Plenel et Pierre Laurent à partager avec vous ce moment d'échange. Et je lui laisse immédiatement la parole. Et je vous remercie d'être là très nombreux en vous souhaitant une bonne continuation de festival. Merci Jacques et merci à la Maison Jean Vilar de nous accueillir tous les ans. Et merci à vous d'être là si nombreux ce matin. Ça devient un rendez-vous incontournable à Avignon. J'en suis ravi. Je suis ravi également de la présence de notre ami Jacques Ralit qui est allé se cacher totalement au fond et qui, vous le savez, nous sommes toujours très heureux d'accueillir Jacques. Et vous savez que Jacques, dans quelques jours, je crois que c'est jeudi, va parler d'un livre qui vient de sortir et qui retrace un peu son parcours et qui, à mon avis, sera passionnant pour tous ceux qui s'intéressent en particulier aux enjeux culturels. Bien, donc nous avons réuni ce matin Edwy Plenel et Pierre Laurent pour débattre des questions qui ont été soulevées, des questions redoutables, qui ont été soulevées après le 11 janvier, dont nous pensions naïvement d'ailleurs qu'elles étaient derrière nous et elles sont à nouveau sur le devant de la scène. Elles nous ont, au mois de janvier, en quelque sorte, explosé à la figure. La défense de la liberté d'expression, d'opinion, de création, le droit à la caricature, le droit au blasphème, qui définissent à juste titre ce que l'on a appelé à ce moment-là le fait d'être Charlie, ne résume malheureusement pas la totalité des questions soulevées par les événements de l'après-janvier. Ce sont les fondements même de ce qu'il est convenu désormais d'appeler, je ne sais pas si le terme est très bon, mais en tout cas c'est celui que tout le monde utilise, les fondements même du vivre ensemble. Ce sont également peut-être et surtout les fondements de notre République qui est gravement mis en cause aujourd'hui par les droites extrêmes, mais les droites tout court également, mais aussi par l'exercice du pouvoir et notamment du pouvoir en place. Ce sont enfin les formes d'exercice de la politique et de la démocratie en France, mais aussi en Europe, on est en train de le voir avec la Grèce, qui sont gravement atteintes et qui appellent une véritable refondation. Notre société est profondément divisée, elle connaît une crise du sens, et le risque est grand, comme l'écrit Edwy Plenel dans son dernier ouvrage pour les musulmans, le risque est grand de la voir perdre ses repères, ses valeurs, issues de son histoire, de sa mémoire, de son héritage. Héritage progressiste, évidemment, car il est hors de question que nous nous définissions, que nous nous situions dans la pensée d'un Finkielkraut qui pleure après l'identité, ce qu'il appelle l'identité malheureuse, encore moins, bien sûr, dans la prétendue identité nationale dans laquelle Sarkozy voulait tout mêler, les révolutionnaires de 89 et les légitimistes, les communards de 70 et de 1870 et Adolphe Thiers qui les fusilla, les anti-Dreyfusards et les antisémites, Zola et Drumeau en quelque sorte, les résistants et les collaborateurs. Bref, la France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, du droit du sol, de la laïcité, ne peut se confondre avec celle qui aujourd'hui veut nous entraîner dans une nouvelle croisade xénophobe, dans la défense d'une civilisation avec un grand C, qui se confondrait avec une vision intégriste de l'Occident blanc et chrétien, contre une barbarie avec un grand B, qui se confondrait avec l'islam et les mondes arabes et africains. Dans ce cadre, la violence actuelle du rejet de l'islam, religion pratiquée ou à laquelle se réfèrent des millions de nos concitoyens, conduit, et toutes les enquêtes d'ailleurs de la Commission nationale consultative des droits de l'homme le montrent, à l'amplification d'une xénophobie particulière, l'islamophobie, où se rejoignent l'héritage colonial et le regard colonial que nous avons consciemment ou inconsciemment encore
en présence, la pensée lepéniste, bien évidemment, mais également, malheureusement, parfois une vision étroite de la laïcité, qui ne voit que l'islamophobie a désormais pris la place, sans l'éliminer pour autant, qu'occupait l'antisémitisme qui a fleuri chez nous de la fin du XIXe siècle à la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons glissé, certes, d'un racisme plutôt biologique à un racisme plutôt culturel, encore que les chasses aux faciès aujourd'hui désignent clairement les Arabes et les Noirs, mais la théorie de la cinquième colonne, revue et corrigée, est toujours là. Le djihadisme, cette version intégriste et violente de l'extrême droite au sein du monde arabo-musulman, est bien utile. Il est utile à la fois pour contenir le mouvement de libération des peuples arabes, mais aussi pour entretenir en Europe la haine de l'islam et au-delà la haine de l'étranger, de l'immigré, et au-delà encore la haine, le rejet des pauvres. Dresser les individus les uns contre les autres, privilégier les affrontements identitaires au détriment du combat social, a bien des vertus, dont la principale est de mettre en cause les solidarités nécessaires aux luttes de résistance et d'alternatives face au rouleau compresseur libéral et austéritaire. Mais pour autant, dire cela ne suffit plus, ne suffit pas en tout cas à résoudre le problème posé. La question sociale désormais ne peut ignorer la question culturelle, car renouer les liens de solidarité entre tous les dominés suppose de reconnaître chacun pour ce qu'il est, socialement et culturellement. Si la lutte contre le racisme devient une condition du combat émancipateur, l'antiracisme doit être impérativement revisité. Il doit être revisité pour faire en sorte que les victimes du racisme soient les acteurs essentiels de ces luttes et qu'ils les mènent comme ils les conçoivent et comme ils l'entendent. En outre, cet antiracisme doit impérativement marier le combat contre toutes les formes de domination sociale ou territoriale avec celui contre les discriminations sexistes, culturelles, ethniques et raciales. Enfin, cet antiracisme doit s'élargir au combat pour une société d'émancipation. Cela suppose d'affronter la crise du sens, de sortir de la panne que connaissent les grands récits progressistes qui seuls permettront de réinventer les voies nouvelles d'une alternative. Pas parce que nous sommes seuls au Festival d'Avignon, bien évidemment, mais mon dernier mot sera sur l'enjeu culturel de cette démarche. Parce que qui dit crise du sens, dit crise culturelle. Notre société, à l'inverse de son histoire récente, connaît une véritable disjonction entre art et démocratie, entre culture et politique. Je sais, pour avoir participé à un certain nombre de débats depuis que je suis arrivé à Avignon, que c'est un débat qui traverse les dizaines et les centaines de débats qui ont lieu à Avignon, où on se pose la question, au fond, sur le sens même de la programmation d'un festival comme le Festival d'Avignon. Voilà. Alors, effectivement, j'ai entendu des gens dire pourquoi il n'y a que du Shakespeare cette année. Mais on oublie par exemple que le roi Lear dit, je l'ai vu l'autre soir, à un moment donné, c'est un des grands thèmes shakespeariens, que le monde est hors de ses gonds. Out of joint, dit Shakespeare. Voilà. Et c'est le roi Lear qui le dit d'ailleurs sur scène. Le monde est hors de ses gonds, hors de gonds. Voilà. Et oui, notre monde aujourd'hui est hors de ses gonds. Et il faut qu'on retrouve ce lien entre art et démocratie, entre culture et politique. Et nous le voyons à tous les niveaux. Cette République, par exemple, elle s'oublie quand elle abandonne l'art et la culture aux marchands. Elle se nie quand elle ne fait pas des droits culturels le socle de l'égalité. Et elle se bafoue quand elle refuse d'admettre sa propre diversité culturelle. Une culture commune émancipée ne peut se construire ni dans l'assimilation de tous à une souche ou à une source unique, ni dans l'assignation à des identités sectaires. Nous ne construirons pas un vivre ensemble ou une mondialité culturelle, pour reprendre un auteur qu'Edoui Plenel aime bien, qui est Édouard Glissant, sans ce que Édouard Glissant appelle la mise en relation, le métissage, la créolisation des richesses culturelles singulières de chacune et chacun, quelles que soient ses origines, ses appartenances et ses convictions. Et c'est parce que les communistes sont convaincus de l'urgence d'affronter ces questions, de les affronter à nouveau frais, que nous avons entamé un dialogue avec des acteurs du débat public qui ont une pensée et une action qui nous rassemblent dans ces domaines. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux
que Edoui Plenel ait accepté de participer à ce débat et de nous donner son sentiment sur ces questions. Vous connaissez tous Edoui Plenel, je n'ai pas besoin véritablement de le présenter. Journaliste, il a longtemps appartenu au Monde. Nous avons eu d'ailleurs souvent des débats un peu rudes à l'époque où il appartenait au Monde. Mais il est aujourd'hui à la tête de Mediapart, qu'il a fondé. Journal en ligne qui mène des combats qui nous sont souvent communs. Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont le dernier est là d'ailleurs, qui pour les musulmans, qui nous... c'est d'ailleurs cet ouvrage qui nous avait incité à l'inviter. Écrit avant les événements de janvier, il a été réédité avec une préface d'Edoui Plenel qui montre l'actualité de son propos. Voilà. Et je voudrais également, avant de céder la parole à Edoui, remercier Pierre Laurent, sénateur et secrétaire national du PCF, pour sa présence. Je dois dire que c'était un peu compliqué pour lui. Il y a la séance demain après-midi au Sénat sur la Grèce. Vous imaginez aisément les débats politiques qui ont lieu aujourd'hui autour de la tentative à moitié pas réussie, c'est un grand débat de coup d'État financier contre la Grèce. En tout cas, je le remercie pour sa présence parce que la période est particulièrement compliquée. Il sera d'ailleurs obligé de quitter Avignon plus rapidement que prévu. Elle est le témoignage de l'importance que Pierre attache aux enjeux culturels dans le combat politique que nous menons pour une autre voie à gauche. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais vous dire pour introduire et pour donner un peu le sens du débat que nous allons avoir. Et sans plus tarder, je cède la parole à Edoui Plenel. Merci de votre invitation et bonjour à tous. L'an dernier, au moment du énième mouvement des intermittents, sur Mediapart, nous avions pris une position disant que les intermittents se battaient pour nos biens communs, que derrière l'invention de leur lutte, qui n'était pas catégorielle, qui essayait de poser le problème du travail discontinu, de la précarité, de nouvelles formes de délibération, ils nous posaient des questions qui concernaient nos biens communs, ce que nous avons en commun, et notamment le travail, la démocratie et la culture. C'est de cela dont je voudrais d'abord vous parler. Comment faire du commun ? J'assume totalement ce mot ici même à l'invitation du Parti communiste, car on oublie souvent d'où est venu ce mot dans le manifeste de Karl Marx et Friedrich Engels. C'était pour eux, dans le bouillonnement des printemps démocratiques des peuples qui allaient advenir en 1848, c'était pour eux une façon d'actualiser au cœur de la modernité de la première révolution industrielle, d'actualiser une longue tradition populaire, celle qui, en anglais d'ailleurs, s'appelle les Commons, tradition que vous retrouvez aujourd'hui dans tous les débats sur le numérique, la troisième révolution industrielle, sur au fond ce qui n'est ni une propriété privée, ni une propriété étatique. Ce qui fait du commun entre les hommes et les femmes, ce qui concerne les relations que nous pouvons nouer, là où nous travaillons, là où nous habitons, là où nous délibérons, là où nous vivons, ce qui inclut déjà à l'époque l'actualité de la question écologique, c'est-à-dire notre relation avec ce commun qui est la nature et dont nous dépendons et dont nous devons être comptables. Pourquoi je commence comme cela pour aborder la question de notre pluralité au sein de notre peuple? Karl Marx a eu une formule durant le Second Empire, ce moment où il n'y avait pas de délibération démocratique en France et où les républicains, pour contourner l'interdiction des réunions, créaient des banquets. Et ils ripaillaient et à l'occasion de ces ripailles faisaient de la politique. Et Karl Marx a eu cette fulgurance de dire à un moment « toute révolution a sa question de banquet ». Il voulait dire par là la question qui rassemble, au-delà des étiquettes partisanes, au-delà des identités,
au-delà des conditions, celle qui fait faire mouvement à un peuple dans sa diversité. Et il disait à l'époque, la question de Banquet, c'est la question du suffrage universel, dont nous savons tous combien il a mis du temps à être universel. J'aime rappeler souvent que les femmes françaises n'ont eu le droit de vote que 25 ans après les femmes turques. Cette question de Banquet est aujourd'hui une question importante pour nous tous, que nous soyons militants actifs ou que nous soyons citoyens actifs. Car nous sentons bien qu'il y a une situation, depuis que le monde est hors de ses gonds, depuis qu'il y a 25 ans, l'équilibre apparent qui était celui d'avant la chute du mur, d'avant la chute de l'Union soviétique, a ouvert une nouvelle époque, époque de transition, époque de combat, où la réponse n'est pas encore écrite sur est-ce que nous irons vers la réinvention d'une civilisation démocratique et sociale, ou au contraire, est-ce que nous irons vers de nouvelles barbaries régressives? Dans ce moment-là, nous sentons bien qu'au-delà des questions de programme, au-delà des questions que je ne mésestime pas de tactique politique, il y a cette question de comment, dans les conversations des uns aux autres, échapper à ce sentiment de fatalité, de résignation, d'humiliation, de renoncement. Tout est fait pour nous dire que rien n'est possible, qu'il n'y a pas d'alternative. Et du coup, cette question de notre question de Banquet est une question importante. Il y a une vidéo de Pablo Iglesias, le leader venu d'Izquierda Unida, ne l'oublions pas, de Podemos, dans la dynamique créée par les indignés espagnols et les mouvements de société citoyenne que l'on a vus dans les élections municipales récentes, où il fait la pédagogie de cela, de manière grand public, et en faisant référence, ce qu'il assume, à un petit homme chauve qui à un moment a balayé les querelles byzantines de programmes politiques au sein de sa propre formation politique, et dans ce moment d'un monde hors de ses gonds qui était le début de la catastrophe européenne, la Première Guerre mondiale, a dit, écoutez, il y a quoi comme question? Il y a la paix, il y a la terre et il y a le pain. Il faut la paix, il faut le pain, il faut la terre. Il parlait de Lénine, évidemment. Et il parlait de ce moment où il faut poser des questions qui parlent à tous, qui parlent au peuple tel qu'il est, non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, non pas tel qu'on voudrait qu'il nous ressemble, surtout pour les avant-gardes qui se pensent conscientes et qui parfois pensent que c'est leur risque, qu'elles savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Nous sommes devant cette question. Comment faire peuple? Comment faire levier? Comment sortir de la résignation? Comment créer une dynamique où, en disant non à ce qui nous paraît d'évidentes injustices ou impostures, nous inventerons collectivement un oui? Et nous sommes requis par cela, et j'évoquerai du coup rapidement la question grecque. Parce que nous avons eu, grâce à Syriza et à son exceptionnelle pédagogie politique, nous avons eu ces derniers temps une immense démonstration à ciel ouvert de la stratégie du choc qui est en œuvre en Europe. Et nous avons eu une démonstration à vitesse précipitée, où tout d'un coup l'opacité des conseils européens, des Eurogroupes a volé en éclats, où tout d'un coup des insiders nous ont raconté ce qui se disait dans ces instances, où l'ancien ministre de l'économie a dit comment on parlait dans ces instances et comment on piétinait toute culture démocratique. Ce qui s'est passé ce week-end est très simple. Dans un choix rationnel d'homme qui fait la politique, qui fait de la politique et qui le fait de façon transparente, le Premier ministre Tsipras a construit un rapport de force. Il l'a construit en 3 temps, dans la contradiction qui est la sienne, de refuser une austérité à sens unique, punitive, et
du souhait de son peuple de ne pas quitter l'euro, d'arriver à marier les deux. Dans un premier temps, il a ce référendum où, ayant été élu à 32%, il obtient plus de 61% sur un non à une austérité à sens unique, c'est-à-dire une austérité qui n'est pas accompagnée des trois choses qu'il demandait, du temps, 3 ans, une renégociation de la dette, il faudrait en partie l'annuler, et troisièmement, de l'investissement, pour que l'argent n'aille pas qu'aux créanciers et qu'aux banques, y compris les nôtres. Dans un deuxième temps, il obtient un accord de l'ensemble des formations politiques, sauf les nazis d'aube dorée et sauf la butte témoin du stalinisme grec, le petit bout du parti communiste sectaire, le gros étant dans Syriza. Et dans un troisième temps, après avoir déposé ses propositions à Bruxelles, où il est amené à proposer des engagements qui sont des renoncements par rapport à ce sur quoi il a été élu, mais avec à côté ses demandes, les 3 points dont j'ai parlé tout à l'heure, il fait le débat devant le Parlement. Pas de 49.3 par 3 fois pour voter une loi qui concerne tous les salariés d'un pays. Un débat à ciel ouvert, à Parlement ouvert, où il prend le risque de perdre des voix, y compris la présidente très populaire du Parlement grec. Et puis il arrive à Bruxelles, avec ce mandat clair, ce rapport de force clair, et ces propositions qui sont un effort immense après 5 ans de punition. Comme l'a dit, et ce n'est pas un homme de gauche, Dominique de Villepin, mais il a souvent des pertinences sur les questions internationales, jamais, jamais on a fait la guerre en temps de paix à un peuple comme ce qu'a subi aujourd'hui le peuple grec. Et que se passe-t-il à Bruxelles? On le fait tomber dans un traquenard. On le met à genoux. On ne lui donne rien véritablement. Ce n'est qu'en pointillé des 3 conditions qu'il demande. Et comme il a mandat de ne pas quitter l'euro, ils en ont débattu dans le gouvernement. Varoufakis a été mis en minorité sur l'idée qu'il, lui, il était pour un scénario possible de Grexit, si vraiment, il l'a expliqué dans une interview dimanche. Et là, que fait-on? On fait un accord où il y a ceci, et que sincèrement, et je comprends les débats qui agitent tous les tenants du non d'il y a 10 ans, après le fait qu'en effet, grâce au rapport de force construit par Syriza, le gouvernement français ait bougé un peu, mais néanmoins, voici ce qui est dans cet accord et qu'aucun peuple européen ne peut accepter. Car si nous l'acceptons, ce sera pour nous demain. Car c'est nous qui sommes visés par cette stratégie punitive. Les pays où nous débattons d'une alternative, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la France. Car le but, c'est d'empêcher toute alternative. Paul Krugman le dit, cette liste de demandes est de la folie, punition, destruction de souveraineté nationale, sans espoir aucun de redressement. Être membre de la zone euro, cela signifierait donc que nos créditeurs peuvent détruire votre économie, que vos créditeurs peuvent détruire votre économie si vous sortez du cadre. Voici ce qui est écrit dans cet accord. Et cette seule phrase le délégitime, tout en ne contestant pas du tout, de mon point de vue, l'effort qu'a fait Syriza, et tout en ne donnant aucune leçon au débat grec. Le gouvernement doit consulter les institutions européennes, donc la bureaucratie, l'oligarchie européenne, et convenir avec elles de tout projet législatif dans les domaines concernés, dans un délai approprié, avant de le soumettre à consultation publique ou devant le Parlement. C'est une démocratie sous tutelle. C'est une démocratie qui ne s'appartient plus. Pourquoi je vous parle de ce coup? This is a coup. C'est un coup. C'est le hashtag qui s'est répandu depuis ce week-end. Parce que pour revenir à cette question du commun, la démonstration politique qui a été faite au vu de tous les peuples d'Europe grâce à nos amis grecs, c'est que la monnaie sans politique, la monnaie sans contrôle, les banques centrales sans contrôle, la monnaie comme instrument technocratique,
les tableaux Excel des créanciers, leurs formules toutes faites. Cela ne fait pas du commun. Cela répand de l'égoïsme des nations. Cela sème du ressentiment et de l'humiliation. Cela sème potentiellement la guerre des nations. L'illusion que nous avons pu avoir, que par la monnaie, nous allions unifier politiquement notre continent, cette illusion, pour ceux qui en doutaient encore, est tombée sous nos yeux. La politique doit reprendre les rênes. Mais nous avons eu une autre démonstration ces derniers mois, depuis, en effet, notamment les crimes contre nos libertés des 7, 8 et 9 janvier. La peur non plus ne fait pas du commun. Après notre sursaut collectif, nous avons vu ceux qui ont apporté la réponse aux actes terroristes. Et leur réponse, nous la connaissons, le peuple américain l'a expérimentée et nous en a fait aussi la pédagogie ces 10 dernières années. C'est la politique de la peur. Ayez peur et je m'occupe du reste. Et du coup, c'est cette politique de la peur dont les Américains eux-mêmes, grâce à un écosystème démocratique où la presse, les lanceurs d'alerte, Wikileaks, Glenn Greenwald, Edward Snowden, le soldat Bradley, puis Chelsea Manning, ont fait leur travail. Et nous ont montré quoi? Nous ont montré que le Patriot Act était une atteinte aux libertés de tous, qu'il ne protégeait pas du terrorisme, qu'au maximum, un attentat peut-être a été évité aux États-Unis par la collecte généralisée de renseignements, et qu'en fait ces renseignements visent la surveillance de la population, des dissidences, de la pluralité, la surveillance des alliés, la surveillance des concurrents économiques, la surveillance de la chancelière allemande, de l'Élysée depuis le toit de l'ambassade américaine à Paris, de la présidente du Brésil, des nouvelles puissances émergentes. Une sorte de diplomatie de la tricherie, une diplomatie de l'espionnage, une diplomatie de la défiance. Et du coup, qu'a-t-on fait en France? De façon précipitée, sans bilan des échecs sécuritaires, sans bilan de la vingtaine de lois antiterroristes qui n'ont pas pu empêcher les attentats, sans réflexion autocritique, sans bilan de l'expérience américaine, on a imposé une loi dite de renseignement qui est une loi de surveillance généralisée. On a transformé janvier 2015 en septembre 2001. Nos récentes révélations, pour alarmer avec Wikileaks, nous montrent que cette peur, en effet, ne fait pas de la confiance. Elle fait de la défiance entre les nations. Elle mine la confiance entre les nations, y compris entre alliés. Donc nous voyons bien que ce monde hors de ses gonds, tel qu'il est dirigé aujourd'hui, il court à la catastrophe. Il fait une pédagogie qui est une pédagogie, en l'occurrence, anti-européenne et anti-démocratique, une pédagogie anti-fraternelle entre peuples. Et d'où notre problème en France. D'où notre question centrale. La question dont nous parlons, pour moi, n'est pas une question annexe qui serait la place de l'islam dans notre pays, la place de la partie de notre peuple qui est de culture, d'histoire ou de croyance musulmane, dans la mesure où nous sommes tous d'accord pour ne pas faire comme justement les xénophobes et les racistes, ne pas essentialiser l'autre derrière un mot, derrière une religion, lui reconnaître sa liberté, sa diversité d'individus, dans sa famille, dans ses relations. Mais nous sommes au cœur d'une vraie question qui concerne une famille politique issue des luttes populaires. La démocratie est en jeu là. Nous le voyons bien que dans le monde qui est devant nous, où ceux d'en haut ont peur, ils savent qu'ils sont d'un vieux monde qui court à sa fin, mais le neuf n'est pas encore né. Donc nous sommes dans cet entre-deux, entre le vieux et le neuf. Ce que disait Gramsci, le vieux est en train de mourir, le neuf n'est pas encore né, et entre les deux surgissent les phénomènes morbides les plus variés, surgissent les monstres. Nous sommes dans cette course de vitesse. Et dans cette course de vitesse, c'est à nous
de reprendre le commun des questions les plus élémentaires. Et la question la plus élémentaire qu'a porté toute l'histoire du mouvement progressiste contre tous les réactionnaires, c'est la question démocratique, qui lie les questions politiques et les questions sociales. Car qu'est-ce que c'est que l'idéal démocratique? C'est le n'importe qui, sans conditions de naissance, d'origine, de conditions, de fortune, de diplôme. J'ai le droit de m'en mêler, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de protester, j'ai le droit de voter. Et au scandale, j'ai le droit d'être candidat, j'ai le droit d'être élu, j'ai le droit de gouverner. Ce n'importe qui de la démocratie, c'est celui-là que toute cette logique oligarchique, technocratique, nous confisque, nous empêche de faire vivre. Il est devant nous, et il est devant nous dans la leçon de la catastrophe européenne sur laquelle, nous le savons tous, Jaurès avait été celui qui alarmait et qui fut pour cela martyr. Qu'y est-il écrit dans le préambule de notre Constitution depuis la Seconde Guerre mondiale? Que la République reconnaît tout le monde sans distinction d'origine, de race, mot d'époque pour dire d'apparence, et de croyance, qu'elle respecte toutes les religions, et mieux encore, qu'elle a des adjectifs, la République, que ce n'est pas une punition, que ce n'est pas une verticalité qu'on nous imposerait, qu'elle a une dynamique, et qu'il nous appartient de la faire vivre. Et ces deux adjectifs, vous les connaissez, il a fallu un siècle pour qu'ils soient dans la Constitution. Il était sous les affiches des républicains de la Deuxième République en 1848, les plus à gauche, qui se battaient pour une république démocratique et sociale contre les républicains conservateurs. Et dans notre Constitution, il est dit que notre République doit être démocratique et sociale. Cette question est devant nous. Alors cette question, c'est le rapport à nous-mêmes. Si on dit le n'importe qui, on dit notre peuple tel qu'il est, tel qu'il vit, tel qu'il travaille, tel qu'il s'invente. C'est quoi notre France? Notre France a le visage des acteurs des 7 et 8 et 9 janvier, des 17 victimes, des 3 assassins qui sont nos enfants perdus et du héros. Les 17 victimes de croyances, d'apparences, d'origines diverses. Un gardien de la langue française, Mustapha Ourad, né algérien, grandi au croisement de diverses cultures et qui n'était français que depuis 1 an, le gardien de la langue française, le correcteur de Charlie Hebdo. Un gardien de la paix française, exécuté au pied de Charlie Hebdo, Ahmed Merabet, qui a été, hélas, sans la présence des plus hautes autorités de la République, inhumé le mardi suivant, en présence de sa famille. Sa mère, ses sœurs, étaient là avec le foulard par lequel elles affichent leurs croyances, car il était musulman, musulman de foi, ce Français gardien de la paix française, gardien policier, gardien de notre sécurité. Il y a eu cette policière martiniquaise, il y a eu les victimes juives de l'hypercachère, il y a eu évidemment un franc-maçon, des athées, des personnes nées baptisées, des gens faisant leur chemin, comme Charb qui fut votre compagnon. Il y a eu cette diversité de la France. Et c'est celle-là que nous devons revendiquer. Et en n'oubliant pas non plus, car nous sommes de cette culture spinoziste, ni rire, ni pleurer, comprendre, ce qui ne veut pas dire excuser, en n'oubliant pas non plus ces 3 jeunes qui ont choisi un chemin de perdition, qui sont nés français, qui ont grandi dans notre pays, qui ont fréquenté nos institutions. Mais en n'oubliant pas non plus le héros, que nous aurions dû brandir 10 fois plus que d'autres. Il a fallu que ce soit Barack Obama qui, dans un discours optimiste à sa manière, Amazing Grace, comme il a dit récemment, nous a dit « Mais vous avez un héros là-bas en France. Et vous le connaissez, Lassana Bathily. Cet homme qui a dit simplement « Nous sommes tous frères ». Il est arrivé sans papier, et nous devrions y penser dans le moment où la même Europe qui se construit comme une Europe punitive par la monnaie voudrait être une Europe citadelle, refusant
ceux qui frappent à nos portes depuis l'Érythrée, depuis la Syrie, depuis la Libye, alors qu'ils sont 1 100 000 en Turquie, 1 700 000 en Turquie, 1 100 000 au Liban, et qu'ils frappent là, et que nous sommes 500 millions et que nous ne pourrions pas les accueillir. Et Lassana Bathily, il est arrivé sans papier du Mali, malien, de nationalité, noir de peau, musulman de foi. Et c'était son emploi de manutentionnaire à l'hypercacher. Et il a eu ce geste tout simple en 2015, alors qu'en 2014, on lui avait refusé la nationalité française. Et vous savez qu'il l'a obtenue grâce à son geste. Mais il a gardé la nationalité malienne, car comme le dirait Glissant, nous sommes pluriels. Il est de là-bas et d'ici, il est comme nous le sommes, beaucoup d'entre nous. Il est pluriel, il est multiple. Alors c'est ça notre France. Et nous le savons tous quand nous allons faire des réunions dans des quartiers populaires, quand nous allons dans des entreprises, quand nous voyons le visage de notre classe ouvrière. Nous devons, nous, les progressistes, assumer cette idée que la particularité de la France dans l'Europe, qui est liée à sa longue projection sur le monde, où nous nous sommes invités sans leur demander l'autorisation chez de nombreux peuples, c'est d'être une Amérique de l'Europe dans la constitution de notre peuple. Nous sommes faits du monde, nous sommes faits du tout-monde, et c'est notre particularité. Comme disait Mandela, « We are a rainbow nation ». Nous sommes une nation arc-en-ciel, nous sommes faits de ce divers. Et assumer cette pluralité, c'est poser une question politique centrale, car n'oubliez pas que les institutions qui minent notre démocratie aujourd'hui, ce présidentialisme mortifère, ce césarisme, ce bonapartisme, qui fait que toutes les forces politiques sont piégées 2 ans, 3 ans avant par la question de qui sera le candidat l'an prochain, au lieu de s'occuper du commun, au lieu de s'occuper de la dynamique commune, et qui sont piégées par quelqu'un qui va faire campagne pour le nous, mais qui après dira « je ». Ces institutions sont nées d'un moment de crispation face à cette rupture de notre rapport au monde dans la crise de la décolonisation, dans cet aveuglement de la guerre d'Algérie, de la torture, de l'aveuglement de la France sur elle-même. Et dans ce moment-là, du coup, on a choisi, pour échapper, le grand 1 du pouvoir personnel. Poser la question de la pluralité du peuple, c'est aussi faire une pédagogie démocratique sur la démocratie comme pluralité, comme délibération. Si nous vivons depuis 3 ans une telle désespérance d'un pouvoir politique qui, certes, nous ne nous attendions pas à ce qu'il fasse des miracles économiques et sociaux, mais nous pensions qu'il ferait le pari de la libération des énergies démocratiques. Or, ce n'est pas cela qu'il a fait en caporalisant sa majorité, en piétinant le parlementarisme, en multipliant les coups de force parlementaires et en ayant un pouvoir présidentiel qui est passé à nouveau du nous au je. Et donc cette question, pour moi, et c'est le sens du livre que j'ai fait, qui ne parle ni des musulmans ni de l'islam, mais de nous, qui part d'un pour les musulmans en résonance avec un pour les juifs de Zola, 20 mois avant son fameux « J'accuse » de l'affaire Dreyfus. C'est pour nous dire à tous que si nous cédons à cette essentialisation de l'autre, au cœur de notre peuple qui a toujours été fait de mouvements migratoires, et qui donc n'est pas le même qu'il y a un siècle, qu'il y a 60 ans, mais n'oubliez pas qu'il a toujours été fait du monde. Et quelle famille politique peut en témoigner plus, sinon le Parti communiste, qui a su, par rapport à d'autres histoires migratoires, en faire le mouvement de pédagogie du commun par la politique. Vous savez, les forces françaises libres, statistiques de 1943 et par reconstitution a posteriori, faites à Londres, ces armées extérieures qui permettent à De Gaulle de s'imposer
et qui permettent en l'occurrence à la France de ne pas être à la table des vaincus, ce que l'abaissement de 40 majoritaire des élites françaises aurait dû automatiquement provoquer. 43, forces françaises libres, 66% de troupes coloniales, 18% de légions étrangères, le reste, entre guillemets, français de souche. Et vous le savez, dans la résistance intérieure, combien de républicains espagnols, la MOI, la main-d'œuvre ouvrière immigrée, le groupe Manouchian et plein d'autres. Le monde nous a sauvés, mais le monde a continué à être avec nous. Pas seulement d'Europe, pas seulement de l'intérieur de la France, les Bretons, les Niçois, pas seulement de Pologne, pas seulement d'Italie, du Portugal, d'Espagne, mais ce monde dont le basculement est récent. C'est en début des années 80, au moment de la marche pour l'égalité et contre le racisme, que le discours dominant a qualifié de marche des beurs, en renvoyant du coup ces jeunes à leur identité, au lieu de les accepter tels qu'ils sont, en ethnicisant y compris des grèves ouvrières, et la CGT s'en souvient à Renault, qualifiées à l'époque par le pouvoir de gauche de grève islamiste parce que les ouvriers, parmi 20 revendications qui faisaient les 3-8, demandaient à pouvoir faire leurs prières, et de faire leurs prières non pas dans la graisse de l'atelier, mais dans une petite salle, et dans la peur de la révolution iranienne qui venait tout juste d'avoir lieu 3 ans avant, à une époque où nous armions Saddam Hussein, arme de destruction massive comprise, où c'était notre allié, le début de la catastrophe irakienne. L'homme de bonne foi, pourtant, qui était Pierre Mauroy, qualifia ces grèves ouvrières de grèves islamistes. Tout ça se passe en même temps. Mais c'est le moment où, dans cette génération des ouvriers, des employés, issus de notre ancien monde colonial, du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, les enfants nés en France deviennent majoritaires. Le regroupement familial a fait son effet. Ce ne sont plus des hommes célibataires, ce ne sont plus des familles qui pensent revenir. Et démographiquement, c'est ce moment-là où on est là, on est d'ici et de là-bas, mais on est là tel qu'on est. Tout militant ouvrier le sait. Un ouvrier, et c'est le sens de la fameuse phrase de Karl Marx sur l'opium du peuple, qui n'est pas une phrase contre les religions, qui est une phrase compréhensive. L'opium à l'époque, c'est l'opium des romantiques pour échapper à la déprime, à un monde sans espoir, à la fatalité. Et donc quand il prend cette image, il dit la religion, lui qui est un religieux, lui qui veut combattre les idéologies religieuses, il dit oui, mais la religion, c'est le soupir de la créature sans espoir. Il veut dire par là que on prend cette créature sans espoir telle qu'elle est, on ne va pas lui demander pour l'emmener aux causes communes comment on va se battre pour le droit du travail, pour les conditions de travail, pour le salaire, pour les conditions d'habitat. On ne va pas d'abord lui demander de se débarrasser de ce qu'elle a en propre. On ne va pas demander à une maman dans un quartier populaire d'enlever son foulard pour lutter sur des causes communes. On va lui demander sur quoi on est d'accord d'abord, et y compris sur les questions féminines, et vous auriez des surprises, les questions féministes. L'habit ne fait pas le moine, le foulard ne fait pas forcément le préjugé. Je vous dis ça parce que nous sommes au cœur de la question que nous avons loupée. Je parle des forces progressistes. Et cela concerne évidemment les composantes du Front de gauche. Comprendre que nous devons nous adresser au peuple travailleur dans sa diversité. Et nous ne pouvons pas être en surplomb en lui demandant d'abord de nous ressembler comme les avant-gardes des pays colonisés qui disaient d'abord « je vous tends la main ». Vous connaissez ce fameux texte, et je le cite car je sais bien que cela fait partie, quelles que soient les blessures de l'époque, du patrimoine du Parti communiste. La lettre d'Aimé Césaire de 1956 dans sa rupture avec le Parti communiste, sa lettre à Maurice Thorez. Il y a les débats du mouvement communiste international de l'époque, le rapport Khrouchtchev. Mais ce n'est pas le cœur du propos. Le cœur du propos, il dit « Nous connaissons le paternalisme colonial, mais il y a autre chose qui existe dans notre monde commun, où nous partageons les mêmes idéaux, qui est le fraternalisme.
le grand frère qui vous prend d'une main bien ferme pour vous amener aux lumières. Et il dit, mais écoutez, l'heure de nous-mêmes a sonné. Nous voulons faire notre chemin nous-mêmes. Et donc, notre question n'est pas une question qui est seulement posée comme il y a plus d'un demi-siècle par rapport aux indépendances, qui ont fait leur chemin cas un cas, et dans les catastrophes des indépendances aussi, et dans les débats polémiques qui suivent, et dans les révolutions qui ont eu lieu avec des contre-révolutions récemment, bien sûr, n'idéalisons pas. Mais ils ont fait leur chemin eux-mêmes, comme nous avons fait notre chemin, et qui aurait de leçons à donner après l'Empire, la Restauration. Il a fallu un siècle pour que notre République soit dans ses murs. Mais ce fraternalisme, et nous devons nous interroger sur la façon dont, aujourd'hui même, nous avons cette attitude-là. Parce que si nous ne répondons pas à cette question, nous allons faire que d'autres chemins de fierté soient pris par cette créature qui est dans cet opium du peuple, ce soupir de la créature sans espoir. Si vous ne m'admettez pas tel que je suis, tel qu'est ma famille, tel qu'est mon histoire, eh bien je vais me tourner vers d'autres. Je vais chercher d'autres chemins d'élévation qui seront des chemins de perdition, qui seront des chemins d'égarement, qui seront des chemins d'idéologie totalitaire. Donc, nous sommes devant cette question et c'est pour ça que j'ai fait ce livre comme une alarme. Contrairement à ce que vous avez pu entendre dire, des gens disent « mais Plenel compare la situation des musulmans à celle des juifs dans les années 30 ». Il n'y a pas une ligne comme celle-là dans mon livre. Mon livre est une résonance avec ce qui fut 40 ans avant le début de la catastrophe. Quand on s'habitue à l'indifférence. Le « Pour les juifs » de Zola, c'est en pleine affaire Dreyfus. Zola ne parle pas de qu'est-ce que c'est être juif, mais il s'adresse, et je vous rappelle que l'antisémitisme, pas plus que les préjugés vis-à-vis des musulmans, n'a de frontières sociales. Et à l'époque, c'était le problème posé au mouvement ouvrier. Ah, ce Dreyfus, c'est un bourgeois, un peu hautain, c'est un officier, ah, les culottes de peau, et en plus, c'est un juif. Les juifs, ah, Rothschild, l'argent, hein, sur fond de vieil anti-judaïsme chrétien. Et donc ça a été une bataille du sursaut de dire mais attendez, non, l'injustice faite à un seul, au nom de son identité, elle nous concerne tous. Et c'est au mouvement socialiste d'être le premier à le défendre. Et c'est ce qui fera le sursaut, où le mouvement socialiste sauvera la République. Et donc la question que posait Zola et que j'ai posée, c'est la même. Et je vais conclure parce que je déborde de mon temps, je le sens. C'est la même, et c'est celle de dire ce moment où nous voyons l'autre comme un bloc, comme une masse, où nous ne faisons plus chemin vers lui, et où nous lui demandons, à cause de notre préjugé, de nous ressembler. Ce terme terrible qui est un terme d'origine coloniale, d'assimilation. L'intégration, cette question du vivre ensemble dans un quartier, dans une entreprise, c'est une question que nous connaissons tous. Mais l'assimilation, c'est une injonction terrible. C'est nous demander de ne plus être nous-mêmes, de ressembler aux autres, de ressembler à moi, de vous effacer dans vos particularités et vos singularités. Le Parti communiste connaît cette question dans le bilan de la loi de 1905. La loi de 1905, contrairement à la caricature laïciste qui est à la laïcité ce que l'intégrisme est aux religions, n'est pas une loi contre les religions. C'est une loi de liberté. C'est une loi qui a une audace formidable à l'époque, qui est de sortir du face-à-face entre une république qui fait d'un laïcisme sectaire le dérivatif aux questions sociales, et vous trouverez toutes sortes de textes de socialistes internationaux de l'époque, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et Lénine, pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette guerre à la religion qui est une façon de ne pas faire cause commune sur les questions sociales, sur ce qu'ont en commun tous les opprimés. Et il y a ce face-à-face avec une église qui se dit chez elle, qui est l'église apostolique et romaine, dans le cadre du Concordat. Jaurès fait un scoop en 1904 pour faire sauter le Concordat. Il révèle des télégrammes du Vatican qui montrent la diplomatie vaticane, un peu comme Wikileaks aujourd'hui.
Et du coup, cette révélation, c'était un clin d'œil à l'ami Sylvestre qui est là, et cette révélation fait tomber le concordat. Elle met en difficulté cet immobilisme de républicains plutôt conservateurs. Et du coup, 4 hommes précensés, Jaurès, Aristide Briand et Ferdinand Buisson, vont imposer, après 2 ans de travail parlementaire, cette invention profondément démocratique, une loi de liberté, qui dit nous avons justement du commun. Le commun, c'est ce que nous construisons ensemble. Dans ce commun, chacun vient comme il est. Mais à ce commun, aucune idéologie ne s'impose de l'extérieur. Aucune. Pas plus la religion que l'athéisme. Aucune croyance humaine, car l'athéisme en est une, après tout. C'est une création du cerveau humain comme l'est la croyance. Donc, aucune ne s'impose. Nous faisons chemin ensemble dans la diversité de ce que nous sommes. Donc, qu'est-ce que nous reconnaissons? Nous reconnaissons la liberté de croyance comme une liberté d'opinion, car nous sommes des hommes de raison, et nous pensons que ce sont les hommes qui ont créé Dieu. Donc, c'est une liberté d'opinion, donc vous avez le droit de croire. Vous savez que la loi de 1905, contrairement à ce qu'on vous bassine dans certains médias, reconnaît le droit de manifester sa religion, car c'est une opinion. Elle reconnaît le droit aux processions religieuses, car c'est une opinion, comme le droit de manifester pour sa cause sociale ou politique. Et donc, que ont-ils fait? Et c'était mon allusion à l'histoire du Parti communiste. Ils ont libéré, en reconnaissant quel événement en 1905? Les cultes minoritaires, les identités minoritaires, en oubliant les musulmans qui étaient enfermés dans le préjugé colonial, dans la hiérarchie coloniale. Ils ont reconnu les protestants et les juifs. C'est un acte immense de dire une loi qui est de séparation des, et on met un pluriel, le pluriel dont je vous parlais tout à l'heure, des églises et de l'État. On instaure la pluralité. Et on dit quoi au peuple majoritaire avec sa hiérarchie conservatrice? On lui dit, mais faites chemin avec nous. Vous allez à la messe, vous portez une croix, mais il n'y a pas de problème. En revanche, est-ce qu'on est d'accord sur le temps de travail? Est-ce qu'on est d'accord sur la cause qu'on va mener ensemble? Et qu'est-ce que ça a donné? Vous le savez, le christianisme social, la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, témoignages chrétiens, la CIMAD, service œcuménique d'entraide, autant de mouvements que vous avez rencontrés dans vos luttes. Nous sommes devant le même moment par rapport à la diversité de notre pays. Et nous sommes dans le même moment où la question des minorités est devant nous, car nous sommes ceux qui ne croient pas sont aujourd'hui majoritaires, au sens ceux qui ne pratiquent pas. Donc nous devons avoir le souci des minorités, dans leur diversité, y compris de croyances. Car une démocratie vivante, et ceux qui se battent pour un avenir futur le savent, ce n'est pas la loi de la majorité, qui est souvent le conformisme, le suivisme, même s'il faut 50+1 pour élire. Une démocratie vivante, c'est le respect des minorités. Le respect de minorités, car elles sont plus inventives que les majorités. Elles ont moins à perdre, elles ont plus à créer, plus à inventer. Et toute l'histoire du mouvement ouvrier et du mouvement socialiste en témoigne. J'en termine d'un mot. Mon plaidoyer est un plaidoyer pour l'imaginaire de la pluralité, contre le grand un et contre le grand même. Car nous ne combattrons pas l'extrême droite, le racisme, la xénophobie, en faisant la morale à ceux qui votent pour ces partis-là. Nous n'arriverons à les combattre qu'en ayant un imaginaire supérieur. Depuis 30 ans, un imaginaire contraire gagne, contamine la droite républicaine, c'est fait, et gagne une partie de la gauche. C'est un imaginaire autoritaire contre la liberté, c'est un imaginaire inégalitaire contre l'égalité, et c'est un imaginaire identitaire contre la fraternité. Autoritaire, inégalitaire, identitaire. Une pédagogie de l'égoïsme qui passe par le fait de se méfier, de détester, plus pauvre que soi, différent de soi, autre que soi. Et c'est une pédagogie qui est faite aussi à l'échelle des nations. Et donc, pour sortir de cette pédagogie, il nous faut cet imaginaire
politique qui réhabilite ce levier de l'égalité, ce levier du n'importe qui, et qui fait signe à tout le monde, sans distinction d'origine, d'apparence et de croyance. L'empathie concrète des causes communes, non pas l'amour abstrait de l'humanité. Ces causes communes où l'on va de l'un à l'autre, où l'on sait qu'on trouve son humanité en allant vers la cause de l'autre. Nous sommes ici à Avignon. Il y a un auteur de théâtre de langue allemande, Max Frisch, qui était suisse, auquel on attribue, je n'ai jamais réussi à trouver dans quel endroit il a dit cette phrase, mais elle est bien de lui, une phrase qui est au cœur de ce qui nous requiert tous individuellement, là où nous sommes, car nous ne pouvons plus être spectateurs. Pire que le bruit de bottes, le silence des pantoufles. Pire que le bruit de bottes, le silence des pantoufles. Au Roi Lear, il y a une phrase qui est au moment où Cordelia refuse de rentrer dans l'amour du père démagogique, dans une déclaration d'amour qui serait une déclaration d'amour à la puissance, au pouvoir. Et à ce moment-là, le fou dit « Ton silence est une arme de guerre ». Et c'est ce qui est en lettres de néon derrière le plateau. Si nous restons silencieux, nous irons vers la catastrophe. Elle est en cours. Et nous devons faire un sursaut. Et ce sursaut, quand Alain disait qu'il faut inventer de nouveaux logiciels, pour moi, c'est tout simplement d'être capable de défendre le meilleur de la tradition, y compris de la tradition républicaine, démocratique et sociale, au cœur de notre modernité, de l'actualiser, car d'autres la laissent tomber. Ils nous proposent une république de la punition, de la clôture, de la fermeture. Et donc, après les attentats de janvier, je me souviens de cette jeune femme, porte-parole du collectif Stop Contrôle aux Faciès, très bonne élève, qui avait créé ce collectif après les émeutes populaires de 2005. Et vous savez bien combien la question du contrôle aux faciès, de cette discrimination ordinaire, est une des propositions, la proposition numéro 30, attendue par la jeunesse de notre pays, qui n'a pas été respectée après l'élection de François Hollande. Elle dit, après Charlie, on nous a dit il faut inculquer la République. Et elle a pris la défense des enseignants, et elle a eu raison, mais on nous l'inculque bien, la République. Et ils font leur travail, les enseignants, et moi, on me l'a bien inculqué. Et j'y crois. Le problème, ce n'est pas l'inculcation à l'intérieur des murs de l'école, du collège, du lycée. Non, c'est l'expérimentation quand on est dehors, quand on se heurte au mur invisible, au contrôle de police sur l'apparence, aux discriminations à l'embauche, aux mots qui blessent dans l'espace médiatique, à ce refus de dire tout simplement que l'islam appartient à la France, comme la laïcité, comme le droit d'être athée, comme le protestantisme, comme l'édit de Nantes, comme le catholicisme, comme l'ensemble de notre histoire, dont la créalisation du tout-monde. Que nous sommes faits de ce divers, avoir cet imaginaire de nous-mêmes, défendre notre France, notre République, contre ceux qui ne l'aiment pas telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle travaille. Tel est pour moi notre programme. Merci. Merci Edoui. Je souhaitais, je pense qu'on va faire ça, mais rassurez-vous, vous aurez la parole. Mais quand même, je souhaitais que Pierre Laurent réagisse un peu à chaud à l'intervention d'Edoui, parce que notre objectif dans ces débats à Jean Vilar tous les ans, c'est à la fois d'être sur le fond et en même temps d'essayer de créer les conditions d'un travail en commun et d'avancer en commun. Et c'est pour ça que tout à l'heure je remerciais Pierre
d'avoir fait l'effort de faire l'aller-retour à Avignon. Il va quand même voir Ostermeyer ce soir, donc il verra Shakespeare, mais il verra Richard III, c'est une autre dimension que le Roi Lear. Je lui passe donc tout de suite la parole pour réagir, et puis on essaiera de garder, allez, on va dire un quart de 20 minutes pour un échange avec la salle. Voilà. Merci Pierre, vas-y. Bien, je vais réagir brièvement puisque j'ai compris qu'il fallait... bon, c'est Edoui qui est l'invité de cette assemblée, et donc je vais me contenter de quelques réactions à chaud sur son propos, tout en disant d'emblée que j'en partage la totalité... j'ai envie de dire la quasi-totalité. Je ferai une remarque sur la Grèce, en tout cas sur mon état de réflexion sur cette question. Question qui, évidemment, comme vous l'imaginez, m'agite beaucoup dans les heures qui passent en ce moment. Mais je me retrouve tellement dans ce qu'a dit Edoui que je veux l'appuyer, même si j'ai conscience que dans son propos, il y a des interpellations politiques qui nous concernent, y compris dans les actes à produire, les actes politiques concrets du Parti communiste français d'aujourd'hui, même si sur cette question, et comme il l'a dit, notre histoire témoigne aussi, malgré tous ces soubresauts, de ce que nous sommes. Mais nous sommes interpellés aujourd'hui. Quelques remarques très brèves. D'abord sur le 11 janvier. Moi, j'ai été frappé à l'époque en étant au cœur de la réplique qui s'est construite à ce moment-là. J'ai été frappé de la vitesse à laquelle les questions que vient de soulever Edoui nous ont explosé à la figure à ce moment-là. Parce que dès les premières heures, on a senti que la question de la liberté et la question du commun, la question de la solidarité et du commun dans la différence était posée avec une force extraordinaire dans ce qui se passait à ce moment-là. Et ce qui m'a frappé, évidemment, c'est l'ampleur de la réaction populaire, son extrême diversité, quoi qu'on en dise, parce que les marches n'étaient pas des marches du consensus national, c'était beaucoup plus complexe que cela. Mais ce qui m'a frappé dès ce moment-là, c'est l'incapacité profonde de la République à répondre à la question du commun, de la diversité à ce moment-là. Et il s'est passé une chose, et je me rappelle comment nous en avons discuté dans la direction du Parti communiste à ce moment-là, dès les premières heures, c'est que dès que le gouvernement, au moment de la minute de silence, a réagi à ce qui se passait, c'est-à-dire à des jeunes qui, à leur manière, on peut discuter, mais frappaient avec la question de l'inégalité, de l'expérimentation et de l'inégalité à la porte des écoles et posaient des questions, le fait qu'on ait, dès ce moment-là, que le gouvernement ait employé pour qualifier ce qui se passait alors dans les établissements scolaires et parler d'incidents, puis pour certains même de dérives, était déjà le témoignage de cette incapacité profonde à penser la société française telle qu'elle est. Parce que dès ce moment-là, dès les premières heures, des jeunes en très grande masse ont voulu poser des questions et comprendre ce qui se passait. Et ils le faisaient à leur manière. Et il y a eu une volonté de nier le problème. Je me rappelle très bien qu'une journaliste que je connais bien de l'AFP, et que je ne citerai pas, et qui avait été un peu écartée du poste qu'elle avait précédemment et qui se retrouvait à ce moment-là à retourner, après toute une longue carrière, au reportage. Avait fait un grand reportage dans l'académie de Créteil-Versailles, qui est la grande académie, on va dire, la plus populaire de l'Île-de-France, où il y a la Seine-Saint-Denis, une partie du Val-de-Marne, etc. Et elle témoignait de ce débat qui agitait les établissements scolaires. Et quand elle a voulu poser cette question et l'adresser au rectorat, voire au-dessus au gouvernement, c'était pas seulement... c'était la négation du problème qu'elle avait en face d'elle. On ne voulait pas voir ce débat-là et on ne voulait pas ouvrir ce débat-là. Et, injonction paradoxale, on demandait aux enseignants à ce moment-là d'affronter eux-mêmes toutes ces questions
et parfois on leur reprochait de ne pas bien le faire, alors qu'ils étaient les seuls à affronter intelligemment ce débat dans ces heures-là. Eh bien, je pense que ce moment-là a témoigné effectivement d'une question dont Edoui vient parler, qui est une question extrêmement profonde, et il faut regarder en face la société française, la République, comme disent beaucoup, eh bien, ne sait pas traiter, ne traite pas bien cette question-là. Et si nous continuons à être incapables de la traiter, effectivement, nous allons, comme Edoui l'a dit, vers des difficultés plus grandes encore. Et je considère effectivement, et je redirai un mot là-dessus très brièvement, que le Parti communiste, parmi d'autres forces démocratiques, a une responsabilité particulière en la matière. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que je crois que nous devons avoir conscience, et Edoui a bien dit à quel point les questions sociales, du travail, les questions de la culture et de l'imaginaire et les questions de la démocratie avaient partie liée. Je pense que nous devons avoir conscience du fait que le pouvoir avec lequel nous vivons, le pouvoir de l'oligarchie, concentré au plan national comme au plan européen, on vient de le vivre avec la Grèce, comme au plan international, dans des mains de plus en plus étroites et de plus en plus puissantes, tout en étant d'ailleurs en partie incapables d'imposer leur ordre comme ils le voudraient. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont de plus en plus puissants et en même temps, leur toute-puissance est de plus en plus fragile. Mais je n'ai pas le temps de développer ça. Mais ce pouvoir de l'oligarchie, il ne peut fonctionner, justement parce qu'il est de plus en plus concentré et étroit, que s'il est capable d'organiser en permanence la division, le choc des identités, le choc des nations, de jeter les uns contre les autres. Et il a besoin de la guerre des pauvres entre eux. Il en a besoin en permanence, parce que sinon ce système ne peut pas tenir. Quand les indignés disent « nous sommes les 99%, ils ont raison ». Le problème, c'est que ça ne suffit pas de le dire, parce que la question est de savoir si ces 99% sont une force, un mouvement uni, une force convergente et non pas uniforme, qui sache reconnaître sa diversité, mais qui converge. Or aujourd'hui, cette force, elle est profondément divisée. Regardons-le en face. Et elle est divisée dans notre pays, elle est divisée dans le monde du travail, elle est divisée au plan européen, elle est divisée au plan international, en tout cas trop divisée. Et dans le projet politique du pouvoir oligarchique, cette question-là est une question pour eux majeure, d'organiser en permanence cette division et d'empêcher que le commun émerge. Et voilà pourquoi ils détruisent tous les lieux du commun. Ça n'est pas seulement une question d'appétit financier. Bien sûr, cette dimension joue et on veut tout casser les services publics pour empêcher le commun d'apparaître. Mais il y a quelque chose de plus profond. On veut renvoyer les uns et les autres à leur solitude et à leur division pour les empêcher de construire du commun. Et c'est aussi pour ça que les services publics et plus globalement la culture sont en première ligne dans les attaques des marchés. Et je pense que cette question doit nous faire réfléchir à une autre question. C'est que la bataille du commun, et j'emploie volontairement la bataille, c'est une bataille. Il ne suffit pas que le pouvoir de l'oligarchie soit dans des mains de plus en plus étroites et les pauvres de plus en plus nombreux pour que ces forces-là fassent cause commune. Et il y a une énorme bataille politique pour créer ce commun, qui est une bataille de tous les jours, quotidienne, et évidemment qui passe par beaucoup de questions qu'a évoquées Edoui. Et de ce point de vue, je veux dire que je partage, mais à 1000%, et j'espère être capable, là où je suis, et avec d'autres, de prendre les initiatives politiques qui répondront à ce défi. La question qui nous est posée est effectivement, dans les mois et dans les années à venir, la question de construire ce commun et de construire le chemin du commun. Pas celui ou celle qui va nous conduire à la victoire. Pas la question, je ne cesse de dire depuis 18 mois, parfois en étant assez peu entendu, soit dit entre nous, des fois dans le front de gauche et même au sein de mon propre parti,
que la question des alliances électorales est profondément seconde au moment où nous sommes par rapport à l'effort d'unification politique du peuple. Et malheureusement, ce n'est pas dans cet ordre-là, que nous prenons le problème très souvent. Et je ne parle pas des prochaines échéances qui s'annoncent, on pourrait en parler, mais c'est une question fondamentale. Sommes-nous capables de proposer en permanence, en toutes circonstances, des choses qui ouvriront un chemin de la construction du peuple en commun? Ou serons-nous d'abord préoccupés effectivement de la hiérarchie des uns et des autres, nous compris dans cette construction? Nous devons prendre des initiatives pour permettre à ce chemin d'émerger. Et effectivement, ça passe par de l'audace politique, par de l'innovation politique, par des pratiques politiques nouvelles, par des projets nouveaux et par une hiérarchie des choses que nous mettons en avant dans la bataille politique qui soit nouvelle. Et pour n'en citer qu'une, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont été évoquées par Edoui, mais pour n'en citer qu'une, effectivement, parce que je pense que si nous sommes lucides, nous ne pouvons qu'être interpellés par ce qu'il a dit. La question, en évoquant Aimé Césaire, passer du paternalisme au fraternalisme, c'est une question évidemment qui nous est toujours posée dans la société et que nous n'avons pas su résoudre à la mesure du défi qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc cette question-là, elle passe par des actes dans les pratiques politiques, elle passe par des actes dans les batailles politiques, dans les moments électoraux, elle passe par des visages, par des représentations politiques qui ne sont plus ce qu'elles étaient. Et nous sommes tous concernés, et je me mets dedans par cette question. Et si nous avons des efforts à produire, ils sont essentiels en la matière. Je veux ajouter parce que bon, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire aussi, mais une autre remarque sur la question de la Grèce, qui a profondément à voir avec cela, de mon point de vue. Parce que nous sommes confrontés à la puissance de ce pouvoir oligarchique qui a été construit en Europe et à la capacité que nous aurons ou non de construire face à ce pouvoir du commun. Et pourquoi est-ce que... Alors là, je vais parler comme un responsable politique en pleine réflexion. Et je vous demande d'entendre ce que je vais dire, non pas comme mon point de vue définitif, mais comme quelqu'un qui réfléchit à haute voix devant vous. En vérité, je réfléchis depuis hier en lien avec nos camarades grecs, avec nos camarades européens, puisque, comme vous le savez, je suis président du Parti de la gauche européenne, en lien avec les camarades du parti, les parlementaires, sur ce qu'il convient de faire dans cette situation. Et donc, je ne vous dis pas, parce que nous sommes tous en train de cheminer ce que nous ferons demain au Parlement, je veux vous dire où j'en suis sur un certain nombre de questions, en toute franchise. D'abord, je partage ce qu'a dit Edoui sur ce qui s'est passé, sur le profil de ce qui s'est passé depuis 6 mois. J'ajoute plusieurs remarques. Depuis le 25 janvier, la stratégie de ceux qui s'opposent à Tsipras n'a pas été de trouver un accord. Pas plus l'accord qui a eu lieu hier. Leur stratégie n'était pas l'accord. Leur stratégie était double. Leur stratégie était le Grexit, de fait, qui passait par l'asphyxie financière de la Grèce et la capitulation politique de Tsipras et son éjection politique. Et ils ont poursuivi ces deux projets, avec obstination jusqu'à la nuit de dimanche à lundi. Et ils ont fait toutes les provocations nécessaires pour parvenir à cela. Et je sais bien, à propos du Grexit, que des camarades, des amis, des gens dont je respecte profondément l'opinion, on arrive à l'idée que parce que ce qui est sur la table aujourd'hui est terrible, peut-être qu'il vaut mieux sortir et partir de nous-mêmes. Je ne le pense pas. Je pense que nous sous-estimons profondément ce que produirait comme catastrophe humaine, je ne parle même pas politique, démocratique, humaine, pour la Grèce. Excusez-moi. Comme catastrophe pour le Grexit.
Parce que qui peut penser que la punition à laquelle qu'ils essayent d'infliger à la Grèce serait moins forte parce qu'ils sortiraient? Elle serait bien pire encore. Et c'est une question, Edoui l'a évoqué, le seul mandat dont est détenteur Tsipras aujourd'hui, c'est un mandat qui consistait à ouvrir un autre chemin dans la zone euro, parce que les Grecs ont conscience de ce problème. Parce que quand on dit que les Grecs ne savent pas lire, qu'ils ne savent pas comme on nous a fait en 2005, ce qu'on leur proposait au référendum, c'est de la connerie en barre, excusez-moi l'expression. Ça fait 5 ans que ce peuple fait de la politique à haute dose, comme pas beaucoup de peuples européens l'ont fait. Donc ils savent très bien ce qui se passe et ils réfléchissent beaucoup à ça. Donc ils ont conscience du danger. Et soit dit entre nous, si le mandat de Tsipras n'avait pas été celui-là, ni la victoire du 25 janvier, ni celle du référendum n'aurait eu lieu. Il faut y penser à cela. Parce que s'il avait une autre voie à choisir, et il l'a d'ailleurs déjà dit Tsipras, il faut qu'il retourne devant son peuple. Parce que pour le moment, il n'a pas d'autre mandat. Et c'est sa méthode, pour le moment, de retourner devant le peuple, de retourner devant le Parlement. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Et probablement, lui aussi ne le sait pas exactement. Mais ce que je sais, c'est que le chemin parcouru depuis 6 mois l'a été sur ce mandat-là. Et que nous n'avons pas le droit de répondre à cette question à la place des Grecs. Deuxièmement, je veux dire que donc ce scénario du Grexit n'a pas eu lieu, même si, soit dit entre nous, il n'est pas terminé. Parce que quand on lit l'accord, certains veulent continuer à avancer sur ce chemin-là en vérité, en multipliant les humiliations et la mise sous tutelle, la vente à la découpe du pays et tout le reste. Parce qu'évidemment, l'accord, s'il écarte le Grexit, est un accord extrêmement mauvais, nous sommes d'accord là-dessus. La question qui est posée maintenant, c'est comment, même si il ouvre hypothétiquement d'ailleurs la voie à des financements, des investissements, un rééchelonnement de la dette. Mais tout ça est hypothéqué dans l'accord quand on le lit précisément. Donc évidemment, cette bataille, elle va continuer. Et pour moi, c'est l'autre chose qui est importante. C'est qu'est-ce que nous considérons, nous? Est-ce que cette bataille, nous tournons la page, nous fermons la parenthèse? Oui, sur le Grexit, excusez-moi, je voulais dire une autre chose. Les forces d'extrême droite, derrière des hommes comme Schäuble, le ministre des Finances allemand, se frottent les mains en attendant cette hypothèse-là. Ils n'attendent que ça. Et d'ailleurs, on a mis par exemple beaucoup en avant des gouvernements comme la Slovaquie ou ceux de la Finlande. Mais en Finlande, l'extrême droite, qui est membre du gouvernement, a mis sa participation gouvernementale en balance en disant, alors qu'il n'y a pas de gouvernement sans l'extrême droite, de droite en Finlande, sans l'extrême droite a dit, si vous passez un accord avec les Grecs, eh bien nous quittons le gouvernement. Donc l'extrême droite a participé du chantage et se frotte les mains à cette perspective. Et ça aussi, il faut y penser. Parce que nous sommes, je l'ai dit au Parlement en intervenant la semaine dernière, il n'y a pas, comme on nous le répète depuis 2005, 2 voix, les pros et les anti-européens, ceux qui veulent sortir, ceux qui ne veulent pas sortir. Le débat aujourd'hui, il est entre les tenants de l'ordre libéral, les forces d'extrême droite qui veulent la fin de l'idée de la solidarité européenne et qui se préparent au choc des nations, et les forces qui, comme Tsipras, comme nous et comme beaucoup d'autres, tentent d'ouvrir dans la plus grande difficulté une nouvelle voie de solidarité européenne. Et je pense que nous ne pouvons pas considérer que cette bataille, même avec ce qui s'est passé cette nuit, soit terminée. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions, pour aider Tsipras et les siens, 2, pour créer les conditions d'un élargissement du front austérité dans chacun de nos pays. Cette bataille européenne, je veux terminer là-dessus parce que je pourrais être intarissable sur ça, cette bataille européenne, est-ce qu'il faut nous considérer que nous l'avons menée, qu'elle a été déjà menée et que nous sommes à la fin? Est-ce que nous devons considérer que les Grecs l'ont menée et que maintenant nous sommes à la fin? Moi, je ne le crois pas. Je rappelle plusieurs choses. Nous avons créé beaucoup trop tard le parti de la gauche européenne en 2004, et j'en sais quelque chose pour y participer activement. 2004, il y a à peine 10 ans, il y a 10 ans, tout juste, 6 partis européens ont créé le parti de la gauche européenne. Jusque-là, les forces démocratiques n'avaient aucun lieu commun pour produire la contre-offensive face à ceux qui, depuis 30 ans, s'organisaient pour ça. Et en 10 ans,
il y a eu 3 premières années de démarrage laborieux, puis le parti de la gauche européenne a commencé à progresser jusqu'à déboucher, évidemment il y a eu la bataille des Grecs, de la candidature de Tsipras pour laquelle j'ai travaillé à la présidence de la Commission européenne, non pas parce que nous croyons à cette procédure, mais pour favoriser l'émergence de ces forces politiques. Nous sommes au début de cette bataille. Je sais bien que c'est peut-être dur à entendre parce que nous la menons depuis 2005, mais il faut bien voir que la bataille, c'est-à-dire celle qui consiste à créer un réel front européen suffisamment large, nous sommes au début de cette bataille, nous ne sommes pas au terme de cette bataille. Et donc, même si le moment est difficile, après la leçon de politique qu'a faite Tsipras depuis 6 mois, moi je dis que ce n'est pas le moment de les lâcher. Et nous sommes obligés de tenir compte de ce que nous allons faire, de ce que nous demandent les camarades grecs, même si eux-mêmes, évidemment, et je le sais, pour être autant amis et proches de Tsipras que de Zoé, la présidente du Parlement grec, ou d'autres camarades grecs, et Zoé était avec nous au Forum européen des alternatives il y a quelque temps. Donc je sais les débats qui les traversent et les débats qui nous traversent tous. Mais c'est à cela qu'il faut réfléchir. Quel acte allons-nous produire qui soit entendu et qui nous permette de continuer cette bataille. Et pour conclure et boucler la boucle, Edoui a parlé d'imaginaire, mais est-ce que nous avons un problème ou pas d'imaginaire commun des forces démocratiques européennes? Mais bien sûr que nous avons un problème, bien sûr, et que face au pouvoir oligarchique et face au discours de l'extrême droite, eh bien regardons en face que c'est pour ça que je dis nous sommes au début. Nous n'avons pas encore ouvert la voie de cet imaginaire européen qui soit un imaginaire de solidarité et qui est nécessaire pour faire face à ce pouvoir oligarchique. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas en rester là. Et je pense, et je crois que vous l'avez compris, que je pense que la voie du Grexit, au point où nous en sommes, est une voie qui crée plus de difficultés qu'elle n'en résout. Et j'ai pourtant 1000 conscience de l'accord que Tsipras a été obligé d'accepter cette nuit. Mais il faut tenir compte de ça et il faudra réfléchir en même temps aux initiatives que nous allons prendre pour faire ça. Et que se passerait-il si toutes les forces démocratiques tournaient le dos à Tsipras dans ce moment-là? Eh bien, ce serait la fin de son pouvoir politique. Parce que Tsipras le dit depuis le début, je ne peux pas gagner seul s'il n'y a pas une bataille européenne. Et Syriza le dit depuis le début, et il ne cesse de nous le répéter. Moi, j'ai discuté avec Tsakalotos, celui qui a négocié le 19 juin dernier, dans une réunion du Parti de la gauche européenne. Et son principal message était celui-là, nous ne pouvons pas gagner seuls dans ce bras de fer. Alors ils n'ont pas gagné la nuit dernière, c'est certain, c'est certain. Mais ils ont ouvert une voie que nous devons pousser. Ils veulent tous refermer la porte. Et ils veulent la cadenasser. Et les forces qui sont derrière, pour maintenir cette porte fermée, sont encore très puissantes, c'est vrai. Mais moi, excusez-moi, je pense que notre responsabilité est de pousser cette porte encore plus fort. Merci, merci. Merci Pierre de nous avoir fait vivre l'histoire en acte et en direct, puisque vous savez qu'il y a effectivement le débat au Parlement demain et qu'il va bien falloir que nous prenions les décisions politiques qui s'imposent. Il était évident que la Grèce se mêlerait du débat de ce matin, mais je trouve qu'elle s'en mêle de bonne manière parce que comme vient de le dire Pierre à l'instant, il y a à l'échelle européenne un imaginaire que nous ne possédons pas, qui serait l'imaginaire alternatif à la fois au libéralisme et au populisme, et que nous ne sommes qu'au tout début de sa construction. Bien évidemment, je vois que certains commencent à répondre à l'appel de la fin, mais je souhaite quand même, s'il y a quelques questions, qu'elles soient posées et que vous ayez la parole, même si c'est un temps plus restreint que ce que j'avais souhaité au départ. Qui souhaite
poser des questions ou dire un mot. Je ne suis pas certain que ce sera le moment d'ouvrir un grand débat sur la Grèce, mais de revenir sur ce qu'a dit Edoui, ce qu'a dit Pierre-Laurent en réaction, notamment sur l'ensemble des questions soulevées autour de la diversité et autour de l'état de notre République et de notre société. Alors, si l'homme de la radio ne sait pas faire marcher un micro, tiens. Non, est-ce qu'on pourrait voir le Parti communiste s'appeler le Parti commun, finalement? T'as entendu, Pierre? Il y a une main qui s'est levée au fond, là. Voilà, il est venu. Et il marche, votre micro? Faites marcher le... Allez, hop. Oui, par rapport à ce que vous avez sur votre intervention, sur la question de la pluralité qui est essentielle selon moi, c'est à qui on peut s'adresser. Sur la majorité des personnes qui ne sont pas représentées ici, dans la cour, qui n'étaient pas représentées dans la salle hier avec l'évêque, où il a fait la remarque, c'est-à-dire qu'il s'adressait aux pauvres, il disait les pauvres ne sont pas dans la salle. Et ici, votre pluralité dont vous avez parlé, elle n'est pas ici. Vous avez dit, on la rencontre quand on va dans les quartiers. Mais pourquoi les quartiers ne viennent pas ici? Et c'est la question qui est posée aussi pour l'essentiel du HOF, c'est-à-dire la culture, elle n'a pas empêché que le Front National arrive en tête à Avignon. Et donc, est-ce que la culture, le HOF, même le HOF, le IN et le HOF, doivent rester dans les murs, protégés par les murs de la cité, et ne pas dépasser le boulevard? Merci. D'autres questions et ensuite Edoui, Pierre réagiront globalement. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention? Si, pardon, excusez-moi, je ne vous voyais pas. Est-ce que le micro-baladeur marche enfin ou pas? Non? Il se passe quoi là? Vous pouvez venir ici et prendre le micro de Pierre, là, le bleu. Là. Allez-y. J'espère qu'il est branché. Allez-y. Vous avez parlé de désenclavement finalement. Et je pense que le Festival d'Avignon et votre présence doit acter cette urgence absolue qui est celle du désenclavement. Ce que vient de dire monsieur est tout à fait notoire dans le sens où ce festival doit sortir de ses propres murs. Je ne parle pas des remparts, mais je m'adresse vraiment, désolé, à toutes les compagnies qui ont toutes les belles intentions du monde, toutes les très belles intentions artistiques du monde. Mais revenons à une urgence qui est celle de s'adresser au monde. Et si les pauvres ne viennent pas, c'est que nous sommes aussi responsables de ça. Nous devons, puisqu'on parle de diffusion, à Avignon, l'important c'est de diffuser. Mais qu'est-ce qu'on diffuse? Qu'est-ce qu'on adresse au monde? Donc la question c'est celle des murs. Il va falloir qu'on casse ces murs qui n'appartiennent qu'au marché immobilier. La culture n'est pas un marché immobilier, tout le monde le sait, mais il va falloir que les artistes eux-mêmes se prennent en marche de casser les murs. Et je m'adresse donc aux diffuseurs, parce que je sais qu'il y en a. Il va falloir faire son marché différemment, arrêter le marché, parce que ce qui est petit est comme ce qui est grand. On parle du marché européen. Mais le marché européen, il va falloir qu'on se le prenne chacun à sa mesure. Donc voilà, simplement, je termine là-dessus, vous dire que les artistes, il y en a qui commencent à venir à Avignon dans des rapports non marchands, parce que ça fait partie d'un certain militantisme. Je sais qu'il y a tout ce qu'on vient d'entendre à travers Edoui Plenel et Pierre Laurent, sont retranscrits actuellement dans une tribune qui n'a lieu encore que 3 fois, qui est gratuite, qui n'est pas faite pour être marchande, qui s'intitule Tribune William Shakespeare, qui a lieu 3 dates, le 18, 20, 24, à 11h au Théâtre des Halles. Mais c'est une volonté de ces gens qui font ça, qui est gratuite parce qu'elle n'est pas faite pour être encagée dans un rapport fonctionnel de spectacle. Donc soyons aussi attentifs, curieux aussi à des démarches artistiques, enfin d'artistes disons, qui voudraient rejoindre les passerelles du politique et du poétique, car le poète, je ne parle pas des petits oiseaux, je parle du poète comme acteur de la cité, on en parle sans arrêt sur des bouts de papier, mais il va falloir qu'il soit incarné entre la pensée, la parole et l'incarnation de l'action. Et voilà, ça c'est très important. Merci d'être là.
Merci. Je vous rappelle à cette occasion-là, c'est ce qui vient d'être dit qui m'y fait songer, que jeudi, le Front de gauche pour la culture organise à 17 h au cloître Saint-Louis un débat sur le thème la culture porte plainte, mobilisation générale. La culture porte plainte et qui est un thème très largement utilisé par Jacques, où on abordera l'ensemble de ces questions. Et je peux vous dire que rechercher une démarche culturelle alternative aujourd'hui à ce qui est en train de devenir le tout marchand est un enjeu majeur. D'autres questions où on arrête? Oui, vous avez il marche. Le micro-baladeur marche. Allez-y. Bon. Alors, d'abord, juste parce que M. Plenel a évoqué les banquets du 19e siècle comme le lieu de la subversion à l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas prévu un banquet à Avignon, mais par contre, il y aura une action qui va mélanger et des citoyens du collectif de soutien au peuple grec qui s'est constitué dans la ville depuis 4-5 mois, et des comédiens qui sont désireux de faire quelque chose sur cette question. Donc c'est jeudi soir, place du Petit Palais à 20h30, où il y aura des lectures de textes d'auteurs antiques et un débat pour savoir quelle doit être la position de notre pays sur la question grecque. J'en profite pour poser la question quand même à M. Laurent, qui, j'en conviens vraiment sans problème, est mieux informé que moi de la volonté des Grecs, parce que je n'ai pas de contact direct avec Tsipras ou avec Konstantopoulou. Mais moi, si je vois quelqu'un à qui on fait signer un accord de la main droite et à qui on fait une clé de bras de la main gauche, et qui ensuite me dit bon il faut être d'accord avec moi, j'ai pas l'impression de lui rendre service si effectivement je me résous à donner raison à celui qui a tordu le bras. Et en l'occurrence, la question se pose de cette façon-là. Ceux qui tordent le bras, c'est nous. Si le Parti communiste, au nom de la souveraineté populaire française, se tait sur cette question-là, demain, qu'est-ce qui reste? Qui va dire que nous ne sommes pas d'accord pour tordre le bras au peuple grec et à son gouvernement avec un outil financier? Qui va dire que nous ne sommes pas d'accord pour mener une guerre financière? Si on revient à la question du 19e siècle, à l'exemple du 19e siècle, aujourd'hui, on a l'impression que si l'Allemagne, en gros, ou en tout cas la bourgeoisie européenne ne disposait pas de l'arme de l'euro, elle aurait déjà fait jouer les armes, elle aurait déjà donné la canonnière en Grèce. Au 19e siècle, la conquête coloniale de la Grèce aurait peut-être déjà commencé. Aujourd'hui, on n'a pas besoin parce qu'il y a l'euro. Est-ce que nous, on doit donner notre crédit à ça? Demain, c'est à cette question-là, et elle est difficile, que vous devez répondre. Merci. Je vous invite, comme je l'ai fait d'ailleurs, puisque je vois qu'il y a mon nom, je vous invite à signer cet appel, le théâtre paie sa dette à la Grèce, et effectivement à participer jeudi 16 juillet à 20h30, place du Petit Palais à Avignon, à une soirée de solidarité avec la Grèce à partir de cet appel d'acteurs culturels. Marc Slipper, dirigeant de la fédération CGT du spectacle, où est le micro-baladeur? C'est le monsieur que vous entendiez dans le micro tout à l'heure quand on a démarré. C'est lui. Voilà, j'ai reconnu sa voix. C'est lui qui voilà. Oui, mais je reconnais que la CGT Spectacle m'avait promis après la manif de venir. Ils sont là, donc il faut leur donner la parole. Où est le micro-baladeur, s'il vous plaît? Ah, voilà. Allez, Marc, tu interviens, mais moins fort que ce que tu as fait sur le... Non. Oui, bon. Non, j'interviendrai moins fort et moins longtemps. Et puis je parlerai ni de la démocratie sociale, ni de la démocratie culturelle. Je veux dire à Pierre que je le remercie de son intervention sur la Grèce et que je dis à l'aune du débat qui va nous traverser sur cette question, faut mettre en résonance, et là je parle en tant que syndicaliste CGT, mais aussi Front de gauche, etc., du fait qu'on a mandaté nos camarades grecs pour se battre contre le marché, et que l'ouverture dans les murs
que notre détermination et notre mobilisation auraient dû créer n'a pas du tout été à la hauteur et que le débat doit être à l'aune de ça. Certes, c'est pas facile, Edoui s'est longuement exprimé là-dessus, mais nous n'avons pas été capables de créer le commun avec eux et nous nous sommes solidarisés, mais c'était pas qu'une question de solidariser parce que nous sommes aussi en première ligne pour pas les laisser seuls. Et c'est à l'aune de ça que nous devons nous positionner aujourd'hui et changer complètement notre attitude. L'avenir du peuple grec est le nôtre et nous devons tout mettre en œuvre comme nous ne l'avons pas suffisamment, et loin de là, suffisamment fait. Et je le dis, moi, en tant que membre de la CGT et syndicaliste CGT, nous n'avons pas été à la hauteur. Il faut changer complètement cette attitude. Merci Marc. Je vous propose de réagir comme vous voulez. Pierre, Edoui, vas-y. Laisse peut-être le dernier mot à Pierre, puisque j'ai commencé, non? Oui, vas-y. Peut-être, voilà, c'est la correction. Voilà. Très rapidement, hein, et en épousant quand même la dynamique du débat sur ce qui nous a amenés ici et la question qui a été posée. Derrière la question des musulmans de France, de ceux qui ont une histoire familiale, une culture, une croyance, de l'islamophobie, des discriminations ou des stigmatisations dont ils sont victimes. Pour moi, et c'est tout le propos de Pour les musulmans, et c'est pour ça que je vous remercie vraiment de la complicité intellectuelle et politique qui a amené à cette invitation, c'est la question du peuple. C'est la question, en effet, de nos classes populaires. Et derrière cette question de nos classes populaires, c'est la question de comment les partis progressistes, qui ont été des lieux d'université populaire pour toutes les vagues de migration, où par la politique se faisait l'authentique intégration, celle justement des causes communes, et celle qui amenait à une sorte d'université populaire qui n'était pas celle académique, celle des réussites sociales, celle du succès individuel, celle des otages de la diversité que l'on présente comme des alibis et que l'on brandit, mais celle réellement de l'ascension par les causes communes au cœur d'une société. Toute l'histoire, y compris pour moi, enfant, adolescent, quand j'allais à la fête de l'humanité et à son village international, c'est cela que nous voyons. Et c'est cela dont je témoigne par ma propre histoire personnelle de Français qui a grandi dans la Caraïbe pendant son enfance et pendant sa jeunesse en Algérie et qui n'est en France que depuis l'âge de 18 ans. Donc nous sommes au cœur de ça, c'est-à-dire d'un moment qui a été loupé à partir du tournant des années 80, aussi bien par l'autre grand parti historique, mais qui lui, comme vous le savez, fut largement compromis dans l'aventure coloniale qui est le Parti socialiste, et par le Parti communiste, et par les autres formations aussi issues de la gauche, comme on le dit, qui ont loupé le fait que le peuple il a pris un nouveau visage. Je vous donne une anecdote, et vous reconnaîtrez le candidat dont il s'agit. À la présidentielle de 2012, il se trouve que par génération, ayant connu des personnes il y a 30 ans, je tutoie l'un de ces candidats, et ce candidat, pendant la campagne présidentielle, va dans des usines. Et je lui dis, c'est bien que vous parliez de la classe ouvrière, que vous alliez dans les usines, etc. C'est nouveau, c'est bien. Il faudrait le faire pas seulement en campagne. Et il me dit, ah ouais, oui, tu sais, mais alors vraiment, ma surprise, hein, c'est que... Alors toi, tu ne serais pas surpris parce que tu as grandi dans tous ces pays-là, mais c'est vachement divers, hein. L'apparence, la diversité. Je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux. Qui construit les routes françaises, qui construit les bâtiments français, qui construit les automobiles français. Ce sont des personnes d'apparence, de culture, d'histoire, issues de notre longue histoire. Mais c'est notre peuple. Et c'est notre peuple travailleur. Il est là. Et donc... cette personne, parce qu'il a grandi, oui, on dit, on était tous des petits blancs dans mon enfance, dans mon lycée, dans mon école. Vous l'aurez reconnu, hein, c'est François Hollande.
Et il me disait très sincèrement, et il n'y avait aucun mépris, le fait que tout d'un coup, il découvrait que la classe ouvrière, elle est comme ça. Et en effet, elle est comme ça. Et c'est vrai qu'avec ce livre pour les musulmans, moi, voilà, je le savais, mais je n'avais pas besoin d'un livre pour le savoir. Mais du coup, cette main tendue a fait qu'il s'est passé quelque chose. Mais le discours que j'ai tenu n'est pas un discours de victimisation. J'aurais dit, si vous pensez qu'avec ce livre, vous avez un nouvel ami, j'aurais tout faux, j'aurais tout perdu. J'ai fait ce livre pour vous dire, vous devez et vous pouvez être français et musulmans, de croyances, de culture, d'histoire personnelle, l'un avec l'autre, pas l'un sans l'autre, pas l'un au-dessus de l'autre, pas l'un malgré l'autre. Donc vous ne devez pas être des victimes, vous devez être des citoyens actifs. Et là, du coup, j'ai rencontré ce qui se passe et qui a été loupé par, au fond, le verrou de la question coloniale, qui est au cœur aussi de l'histoire de la gauche. C'est pour ça que j'ai cité cette lettre de Césaire à Thorez, l'histoire du grand frère, l'histoire de cette idée qu'on a une histoire occidentale, y compris dans nos idéaux politiques. Or, nous vivons quoi comme moment aujourd'hui ? Dans les tremblements du monde d'aujourd'hui, la fin d'une longue histoire de 5 siècles où notre Occident s'est inventé en se projetant sur le monde. Eh bien, le monde fait retour, et le monde s'invente autrement, au Brésil, en Turquie, en Inde, en Iran, en Afrique du Sud. Et il est en nous, donc c'est une autre histoire qui s'inscrit, où nous ne pouvons plus être en surplomb du monde. Et donc les forces progressistes, ici, doivent réinventer, c'est pour ça que je parle d'imaginaire, un récit où en effet poétique et politique sont liés, qui leur permet d'appréhender cela, et du coup de parler au peuple tel qu'il est. Et de parler, et là il n'y a pas de problème pour parler des causes communes. Il y a une vidéo sur YouTube que vous pouvez voir, qui s'appelle « Nos causes communes ». Je l'ai enregistrée dans les locaux de Mediapart pour une réunion organisé par Tariq Ramadan, qui est brandi comme un épouvantail par une partie de la gauche laïque, à tort, à mes yeux, qui est quelqu'un avec qui on peut tout à fait débattre, et qui m'a invité à intervenir au cours d'un colloque en 3 langues, français, anglais, arabe, sur éthique et islam. Sa démarche étant de combattre les littéralistes qui nourrissent le totalitarisme politique au cœur de la zone dont, je rappelle, les premières victimes sont des musulmans, qui s'appuient sur la littéralité du texte. Et donc lui le combat de l'intérieur de la religion en disant, d'accord, il y a la littéralité du texte qui dit on peut battre sa femme. Et puis il y a là où nous vivons, nous sommes des musulmans d'Europe. Quelle est la réalité de ce que nous vivons? Non, on ne peut pas battre sa femme. Donc du coup, il y a quelque chose qui doit s'imposer et s'inventer en nous en tant que musulmans, qui est nautique. Et il combat la littéralité par la réflexion sur l'éthique. Donc il me dit, vous avez carte blanche 1 demi-heure. J'ai enregistré, ça dure 32 minutes, j'ai fait une conférence qui rejoint notre propos ici, où il y a Césaire, où il y a Glissant, où je parle de l'homophobie, où je parle des droits des femmes, où je parle de l'Arabie Saoudite, où je parle de tout cela, où je tiens les 2 bouts, où je ne fais pas le démagogue qui dit je suis avec vous, et non. Et ça ne pose pas de problème, nous faisons ce chemin des causes communes. Et je vais vous donner 2 autres exemples. Les événements les plus... Enfin, un autre exemple, je l'ai donné tout à l'heure, c'est tous ces nouveaux militants. Parce que vous savez ce qu'est le militantisme. Pardon, je vais rapide. Qui apprennent... Dans le militantisme, c'est une école de la politique, de la citoyenneté. Donc quand je parlais des luttes sur le contrôle au faciès, je vois des gens qui ont appris à parler, à tenir des raisonnements, à lutter, etc. Mais je voudrais donner juste un exemple qui est les mamans tout égales. Ces mamans qui combattent le fait qu'on leur interdise les sorties scolaires parce qu'elles ont des foulards. Et ce sont des groupes femmes, je suis désolé de le dire comme ça, mais elles luttent, elles inventent des luttes. À Montreuil, au Blanc-Ménil, et Marie-Georges Buffet était dans la salle lors de la réunion avec elles, et elles apprennent à lutter. Donc voilà ce que j'ai voulu nous poser comme problème. Je dis un mot sur la Grèce. Je comprends et je respecte tout à fait, je sortais d'une discussion avec Pouria Amirchahi, qui est dans les mêmes affres de débat,
Et je comprends tout à fait les termes du débat et je suis d'accord avec l'idée que nous ne pouvons pas d'en haut, ici en France, ne pas continuer à tendre la main à ce qui a été politiquement fait par Syriza et ne pas abandonner le combat pour ouvrir la brèche. Car nous avons d'autres échéances et je rappelle qu'elles se jouent d'abord en Europe du Sud. Elles se jouent en Espagne, elles se jouent en Italie aussi, où il y a des dynamiques, elles se jouent en Grèce et elles se jouent chez nous. Ouvrir la brèche. Ouvrir la brèche. De ce point de vue, je pense qu'il faut tenir les deux bouts. Nous savons tous, 1,5% du PIB européen, de la richesse européenne, ce n'est pas une question économique, c'est un laboratoire politique, c'est une punition qu'ils ont voulu faire. Et il y a un témoignage que nous avons cité sur Mediapart de l'ancien secrétaire au Trésor d'Obama, Timothy Geithner, qui le raconte très bien dans ce que lui a dit Schäuble, et donc pourquoi il voulait un Grexit, pour faire une stratégie du choc et pour effrayer les autres pays. Il le dit tel quel. Et donc, je pense, moi, je ne vais pas voter demain, mais je dis ma réflexion du citoyen. Je la mets au pot commun, qu'il faut tenir les deux bouts. Oui, c'est difficile et je ne vois pas comment voter non, qui serait un non à la bataille qu'ont menée les Grecs. Mais je ne vois pas comment on peut voter oui à ce texte-là en termes de pédagogie politique ici en France. Et en même temps, je vois un grand risque, dont la position de Marie-Georges Buffet, exprimée hier en même temps que celle de Pierre Laurent, a illustré cela dans votre propre famille politique, qui serait le risque d'une illisibilité par dispersion. Je pense que l'important, en effet, c'est d'avoir un chemin commun qui parle à tout le peuple de France et qui tienne les deux bouts. Nous sommes solidaires de la bataille politique menée clairement en toute transparence démocratique par les Grecs, et en même temps nous sommes cohérents avec nos votes de 2005, avec notre bataille et avec le refus de ce qui est écrit là. À l'état actuel de ma réflexion, moi qui ne vote pas demain, mon rêve, ce serait que demain, de manière très très large ou le plus large possible, que ce soit les anciens frondeurs du Parti socialiste, que ce soit les élus front de gauche dans leur diversité, s'accordent sur une déclaration commune et pour cela s'abstiennent. Merci Edoui. Pierre, très rapidement parce que mais je vous donne le problème. Nous sommes en direct sur la radio du festival, l'écho des planches, voilà, et on est en train de pousser l'arrêt. Normalement, l'émission devait s'arrêter depuis 10 minutes. Donc, tu as encore 2-3 minutes pour dire quelques mots. Très rapide. L'interpellation sur la culture faite par notre ami s'adresse aux artistes, pour moi, et je pense qu'elle s'adresse, j'ai envie de dire, au mouvement ouvrier dans son ensemble. Parce que nous ne pouvons pas gagner la bataille de l'émancipation sociale sans embrasser de manière nouvelle et renouvelée et avec une plus grande audace la bataille culturelle. Donc je pense que je partage l'interpellation qui a été faite, mais elle est une question pour tous aujourd'hui. Bon. Deuxièmement, parti du commun, je ne vais pas ouvrir ici le débat sur le nom du Parti communiste, que je n'ai d'ailleurs pas le pouvoir de trancher tout seul, mais on voit bien que dans la discussion qu'on a, c'est cette question-là, c'est-à-dire le renouvellement du projet, de notre identité, de l'imaginaire, il tourne profondément autour de cette question. Et je veux juste dire une chose là-dessus. Par contre, il y a une chose dont je suis persuadé, et je ne sais pas si c'est par le nom qu'on résoudra cette question, mais nous sommes très très loin d'être au bout de la transformation nécessaire du Parti communiste. Nous avons un congrès l'année prochaine, nous aurons beaucoup de questions politiques et stratégiques à traiter, mais moi, dès le mois de septembre, puisqu'on va commencer à en parler, je peux vous dire que je remettrai cette question sur la table. Parce que le Parti communiste ne peut pas répondre aux défis politiques qui sont les siens. Et ce dont nous avons parlé aujourd'hui est une question, et il y en a d'autres comme celle-là et beaucoup d'autres, mais sans poursuivre très profondément et de manière plus audacieuse encore. Et dans mon esprit, ça n'est pas du tout un regard péjoratif sur le passé. J'ai toujours été, je sais bien que c'est une phrase de l'Internationale, mais je ne crois pas à la table rase, à commencer par le Parti communiste. Donc, je n'ai jamais cru à cette version que nous ferions renaître
du néant une force nouvelle en tirant un trait sur le passé. Ça n'a jamais été ma démarche. Je pense qu'au contraire, notre capital, au sens humain et politique, est profond, beaucoup plus que certains ne le disent, et nos racines sont réelles et profondes, mais il n'empêche que la question de l'audace est probablement pour nous encore aujourd'hui une question première. Et la dernière chose, c'est que je veux dire sur la Grèce, nous allons tous poursuivre la réflexion, comme effectivement, et je partage ce point de vue, il faut tenir les deux bouts, comme dit Edoui, les tenir uniquement en le traitant sur la question du vote est compliqué. Je cite un autre exemple récent. Nous avons été confrontés à cette question quand il a fallu s'opposer au 49.3 et à la question de la censure que nous n'étions pas capables, etc. Et nous avons eu des débats infinis sur la manière dont il fallait se positionner dans le vote. Donc le vote comptera, mais j'attire votre attention que ce que nous dirons, et si nous pouvons le dire dans une déclaration commune, ça comptera aussi beaucoup. Parce que ne soyons pas dupes, de toute façon, le discours que nous tiendrons sera l'objet d'une bataille politique, quel que soit notre vote. Et donc la bataille politique qui accompagnera notre vote dans le discours, dans les mots, évidemment si on trouve la bonne solution dans les actes, eh bien de toute façon cet acte nécessitera une bataille politique et n'opposons pas, ne créons pas, alors par contre, parce que des débats il y en a entre nous sur comment faire, mais il n'y en a pas sur ce qu'on pense de l'accord. Ne créons pas de faux débats là-dessus, c'est pas là-dessus qu'il y a un débat, c'est comment dans cette situation-là, une fois que nous partageons l'analyse de l'état d'esprit dans lequel ils ont obligé à l'accord, le geste politique à ce moment-là et le discours qui l'accompagne, qui nous permet de continuer la bataille. Et effectivement, le dialogue avec des forces avec lesquelles nous avons commencé et avec lesquelles nous essayons péniblement, mais nous continuons d'essayer de créer du commun, me paraît être l'avenir. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on va poursuivre les choses. Donc, je ne veux pas faire de la pub pour ce que je dirai demain, mais écoutez notre vote, mais écoutez ce que dira André Chassaigne à l'Assemblée et ce que moi-même je dirai au Sénat, parce que nos paroles compteront autant. Merci. Merci Pierre. Merci Edoui Plenel. Merci à vous d'avoir participé à ce moment très important. Je trouve que c'est important qu'à Avignon, il y ait des débats de cette nature, qui sont des débats où culture et politique sont au cœur de l'enjeu. Edoui Plenel parlait tout à l'heure de combattre la peur. Pasolini dit quelque part qu'il faut sortir de la folie de la peur, mais entrer dans une autre folie, la folie du rêve. Voilà, la folie du rêve. Et je crois que ça rejoint ce qu'on a dit sur la construction d'un imaginaire commun. Je vous remercie et à très bientôt. Il y a, dans la poursuite de nos débats, il y a 2 séances à l'Utopia. Demain à 17h, autour du film de Guédiguian, l'histoire d'un fou sur mémoire et politique. Jeudi à 11h, autour du film de Luc Joulet, C'est quoi le travail? Et jeudi à 17h, au Cloître Saint-Louis, le débat que nous organisons autour du thème de la culture porte-plainte. Et puis je signale quand même que Charles Sylvestre, dont Edoui Plenel a parlé, qui est là, a écrit un livre qui s'appelle « Je suis Jaurès ». Il a promis qu'il allait me le donner d'ailleurs, mais j'espère bien que ce que je suis en train de faire, ça va me valoir le bouquin. « Je suis Jaurès ». Et il va en parler ce soir à Montfavet. Charles, c'est 17h ou 18h ? 18h à la mairie de Montfavet, sous la haute autorité d'André Castelli, adjoint au maire d'Avignon et maire de Montfavet, qui doit être par là, en tout cas je l'ai aperçu tout à l'heure. Voilà, merci à Jacques Théphanie et merci à vous tous. Merci.